Bonjour. Qu'est-ce que la vraisemblance? Alors, du moins dans le domaine statistique où le concept est très utilisé en théorie. Il est à la base des formules de tous les estimateurs qu'on peut calculer avec des données provenant d'un échantillon. Dès qu'on modélise des données, c'est-à-dire dès qu'on cherche à faire cadrer les données observées avec un modèle mathématique, on se pose la question de la vraisemblance. Et si vous avez déjà utilisé un logiciel pour étudier des modèles de régression, vous avez vu apparaître ce terme dans les tableaux de sortie d'analyse multivariée. Alors pour comprendre ce qui va suivre, il est nécessaire de connaître les principales lois de distribution d'une variable, notamment loi binomiale et loi normale. Et comme nous allons utiliser la notion de vraisemblance dans des modèles de régression, il faut avoir assimilé les modèles principaux de régression, et notamment régression linéaire et règle logistique. Alors, on va jouer à un petit jeu enfantin. Voici un lot de 9 jetons, tous de formes différentes. Et voici une planche comportant 9 trous qui sont aussi de formes variées. Alors cette planche, on peut la considérer comme un modèle et on peut chercher à voir si le lot de jetons que nous possédons correspond à ce modèle qu'on nous propose. Et nous observons que 4 jetons sont congruents avec le modèle. On peut donc dire que ce modèle de 9 trous en possède 4 qui collent avec la réalité du lot de jetons que nous possédons. Essayons un deuxième modèle qui cette fois-ci est congruent pour 7 jetons sur 9. Ce modèle paraît donc mieux adapté au jeu de jetons que le premier. Alors on ne va pas dire qu'il est plus vraisemblable, mais on s'approche un peu du concept de vraisemblance. On va prendre un exemple plus épidémiologique. Voici un échantillon de 10 personnes, parmi lesquelles 4, colorées en brun clair, sont malades. Et on se pose la question de savoir si cet échantillon dans lequel la fréquence de la maladie est de 4 sur 10 peut provenir d'une population où la fréquence générale de la maladie serait de 20%. Ou posé autrement, on se demande quelle est la vraisemblance d'un modèle qui impose une fréquence de 20%. Passons à une approche plus mathématique. Voici un nuage de points correspondant à des couples de données appariées de deux variables quantitatives, x et y. Chaque point représente pour un individu donné la valeur de x et de y. Et on propose un modèle mathématique qui représenterait au mieux la variation de y en fonction de x. Ici, on a choisi une simple droite d'équation y égale bx plus b0. Donc la vraisemblance de ce modèle, c'est la probabilité d'obtenir l'ensemble des points qui ont été observés si on admet le modèle linéaire qui a été choisi. Alors, résumons un peu ce qu'on vient d'aborder avec ces deux exemples. Pour comprendre le concept de vraisemblance, il faut distinguer deux choses. D'un côté, il y a les données, c'est ce qu'on a observé, c'est la réalité. Et d'un autre côté, il y a le ou les modèles qu'on propose pour tenter de résumer cette réalité à une expression mathématique plus ou moins complexe. Mais quelle que soit la complexité du modèle proposé, il est rarissime qu'il colle parfaitement aux données naturelles. Donc la seule chose qu'on puisse espérer, c'est que ce modèle soit le plus vraisemblable possible. Donc la vraisemblance, c'est donc une caractéristique du modèle proposé. On ne calcule pas la vraisemblance des données, ce serait absurde, elles sont là, elles sont vraies. Dans notre jeu de puzzle, les données étaient le paquet de 9 jetons tels qu'on nous les a donnés. C'est la réalité. Et la démarche a consisté à regarder si le modèle proposé collait avec ces jetons. Donc nous avons vu que celui-ci était peu vraisemblable. Dans le premier exemple, les données sont les 10 sujets que nous avons examinés. Et l'idée d'une population dont on suppose que les sujets de l'échantillon proviennent et qui comporterait seulement 20% de malades est une hypothèse théorique. C'est un modèle. Alors dans le second exemple, les données sont représentées par le nuage de points. C'est la réalité qui a été observée à partir des données recueillies. Et le modèle, c'est la droite proposée avec son équation. On peut donc maintenant proposer une première définition empirique de la vraisemblance. C'est la probabilité d'obtenir les données qu'on a observées si on applique un modèle donné. Alors dans la suite de l'exposé, j'appellerai grand V la vraisemblance, ce qui est logique, mais souvent dans les sorties de logiciels qui sont d'origine anglo-saxonne, la vraisemblance est notée grand L pour likelihood. Alors cette probabilité, il faut la calculer, et là les choses deviennent un peu plus compliquées. Alors, dans notre premier exemple, calculer la vraisemblance d'un modèle de population où la fréquence de la maladie est de 20% équivaut à calculer la probabilité d'observer 4 malades dans un échantillon de 10 sujets, pour une prévalence en population qui serait de 20%.
c'est le produit de la probabilité pour chaque individu d'être malade ou non malade, multiplié par le nombre de combinaisons de 4 malades parmi 10. Et cela doit vous rappeler quelque chose. Vous avez reconnu que nous sommes typiquement dans le cas de figure de l'utilisation de la loi binomiale. Alors je vous renvoie à ce cours si vous avez oublié tout ça, mais ça ne va pas nous gêner beaucoup pour continuer. Alors je vais aller vite car le propos n'est pas de disséquer la loi binomiale. On a n égale 10, c'est la taille de l'échantillon, k le nombre de malades, 4, et p la fréquence théorique, 0,2. Et donc on exécute le calcul, soit manuellement, soit plus rapidement avec la fonction loi binomiale de Excel, et on trouve une probabilité de 0,088. Ce qui signifie qu'il y a 8,8% de chance d'observer 4 malades dans un échantillon de 10 sujets, si la fréquence attendue théorique de la maladie est de 20%. Donc cette probabilité de 8,8%, c'est précisément la vraisemblance du modèle qui suppose une fréquence théorique de 20%. Alors dans le second exemple, on choisit le modèle qui est proposé ici en rouge, modèle qui exprime le lien entre une variable dépendante y et une variable x. Alors ici, on doit calculer pour chaque valeur observée de y, y1, y2, etc., la probabilité d'observer cette valeur si le modèle est le bon. Je vais être obligé de basculer un peu mon graphe pour y rajouter une troisième dimension qui va illustrer ces probabilités. Alors, avant de calculer la probabilité pour que le modèle colle avec chaque point, il faut d'abord faire l'hypothèse que les points se dispersent autour du modèle de façon aléatoire gaussienne. Ensuite, il faut calculer la variance des résidus, c'est-à-dire la variance des valeurs de y par rapport à la droite du modèle choisi. Puis, pour chaque point y, calculer sa densité de probabilité en utilisant la formule de la loi de Gauss. Et on va ainsi calculer la densité de probabilité de chaque point du nuage de points. Alors, pour illustrer les calculs, je vais prendre l'exemple d'un nuage de 4 points pour y voir plus clair, mais le raisonnement est exactement le même, que ce soit avec 4 ou 100 points. Et on va proposer le modèle d'une droite d'équation qui colle à peu près, y égale 1,7x plus 5. Et on va chercher la densité de probabilité de la position du premier point y1. Alors je passe sur le détail des calculs. La densité fy de la probabilité que le point y1 se trouve là où il est de 0,11 avec ce modèle de droite. La densité de probabilité du deuxième point, y2, est de 0,053. Alors on constate qu'elle est plus faible. Effectivement, le point est plus éloigné de la droite du modèle que y1. Puis, troisième point, dont la densité de probabilité est 0,074. Et enfin celle du quatrième point, 0,023. Et finalement, on calcule la vraisemblance globale du modèle, qui est le produit des densités de probabilité de chacune des valeurs observées y1, y2, y3, y4. Soit 0,11 multiplié par 0,053, etc. Ce qui nous donne au final une vraisemblance de 0,00001. Alors comme on le voit, elle est apparemment faible puisque c'est le produit de plusieurs densités de probabilité. Et la vraisemblance est d'autant plus faible que le nombre de données est grand. Avec ce nuage de points, même si cette droite est un modèle bien adapté, on comprend intuitivement que la probabilité d'obtenir un tel nuage est extrêmement faible. Ici, elle est de 1,6 par 10 puissance moins 18. C'est la raison pour laquelle la vraisemblance d'un modèle est le plus souvent exprimée par son logarithme. Dans notre exemple, avec les 4 points, on aurait obtenu la valeur de moins 11,5. Alors, on confond le plus souvent la vraisemblance avec cette valeur logarithmique. Et donc, vous noterez au passage deux propriétés de ce logarithme. La valeur obtenue est toujours négative, puisqu'il s'agit du logarithme d'un nombre inférieur à 1. Et bien sûr, plus la valeur absolue de ce nombre est faible, plus la vraisemblance est grande. Alors cela n'a pas grand intérêt de calculer la vraisemblance pour un modèle imposé comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on a plusieurs modèles à proposer avec des paramètres variables et qu'on recherche la meilleure vraisemblance en faisant varier ces paramètres. On va donc maintenant aborder cette étape de recherche de ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance. Lorsqu'on propose le modèle y égale 1,7x plus 5 pour décrire le nuage de points, on a obtenu la vraisemblance moins 11,5. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur modèle? Ou en d'autres termes, n'y a-t-il pas une autre droite mieux adaptée au point dont la vraisemblance serait meilleure?
En faisant varier les coefficients a et b de la droite, on obtient une série de droites pour chacune desquelles on peut calculer la vraisemblance. Alors voici un tableau où on a fait varier la valeur du coefficient b de la pente de la droite entre 1 et 3 avec une valeur de b0 fixée ici à 5. Et on a calculé les vraisemblances pour chacune de ces valeurs de b. Et vous voyez que la valeur de b de 1,7 ne correspond pas à la plus grande vraisemblance. La vraisemblance la plus élevée, le maximum de vraisemblance, est la valeur moins 10,8, qui correspond à une pente b de 2,1. Et ainsi, la droite d'équation y égale 2,1x plus 5 est la droite la plus vraisemblable, la mieux adaptée aux données. Et vous vous rappelez qu'on aurait pu calculer cette droite par une toute autre méthode qui était celle des moindres carrés, et on aurait obtenu exactement le même résultat. Alors jusqu'à maintenant, nous avions pris un modèle quantitatif de régression simple avec une seule variable explicative x. Le calcul du maximum de vraisemblance était un peu compliqué, mais néanmoins faisable avec un calculateur manuel. Lorsqu'on travaille sur des modèles multivariés, avec plusieurs variables explicatives x, on doit tenir compte de la variation concomitante des paramètres de chacune de ces variables, b1, b2, b3, etc. Donc les procédures de calcul deviennent alors très complexes, elles nécessitent des séries de centaines d'itérations successives et elles ne peuvent donc être réalisées qu'à l'aide d'un ordinateur. Donc ce qui devient important pour vous, ce n'est pas de connaître les méthodes de ces procédures de calcul, mais de comprendre les tableaux de sortie des logiciels qui les calculent. Alors voici l'exemple d'une sortie d'une analyse par régression logistique de la fréquence de survenue de gastro-entérite parmi 160 convives d'un buffet. Alors, les variables explicatives x sont les aliments consommés par les convives. Alors, les coefficients b sont les coefficients de la fonction logistique multivariée avec leur écart type respectif. Alors, les petits p sont les résultats des tests z qui testent l'hypothèse nulle de chaque coefficient b qui serait égal à 0. Le logiciel propose ici donc comme modèle quelque chose qui serait de la forme y égale moins 2,4, l'ordonnée à l'origine, plus 2,3 x1, x1 étant le coulis de framboise, plus 0,1 x2, x2 étant le gâteau, moins 0,7 x3 la glace, etc. Et comme il s'agit d'une enquête cas témoin, je vous ai fait figurer sur le tableau les odds ratios qui sont les exponentielles des coefficients b. Donc on constate rapidement qu'un seul facteur est contributif, c'est le coulis de framboise qui multiplie le risque de gastro-entérite par un facteur proche de 10. Mais ce qui nous importe ici, c'est ce qui figure au-dessus de ce tableau. On note la vraisemblance du modèle proposé, moins 60,7. Donc cette valeur, c'est celle du maximum de vraisemblance. En faisant varier tous les coefficients b, le logiciel a identifié le groupe de coefficients présenté ici qui offre la valeur maximum de la vraisemblance. Et donc, une dernière question qui se pose, c'est de savoir si la vraisemblance maxima proposée est significativement différente d'un modèle où aucune variable ne serait contributive, ce qu'on pourrait appeler un modèle nul. Le modèle nul, ou modèle vide, c'est le modèle pour lequel tous les coefficients b ont été fixés à 0. En d'autres termes, c'est un modèle dans lequel on considère que les variables x n'ont aucun rôle dans la variation de y. Et on peut donc calculer la vraisemblance de ce modèle vide. Alors, elle n'est pas toujours affichée systématiquement par les logiciels et il faut parfois utiliser une commande spécifique pour l'obtenir. Ou alors, lancer l'analyse en retirant toutes les variables et en ne conservant que la constante l'ordonnée à l'origine B0. Donc ici, je vous l'ai extraite, elle est égale à moins 77,2. Donc, le test du rapport de vraisemblance a comme hypothèse nulle l'absence de différence entre la vraisemblance du modèle proposé et celle du modèle vide. Et l'hypothèse alternative stipule que la vraisemblance du modèle proposé est supérieure à celle du modèle vide. Alors il s'agit d'une hypothèse unilatérale puisqu'il ne peut y avoir de vraisemblance qui soit plus basse que celle du modèle vide. Et on montre que le double du logarithme du rapport des deux vraisemblances suit une loi de Qui2 et on utilise donc un simple test de Qui2 dont les formulations suivantes sont équivalentes. 2 fois le logarithme de la vraisemblance V divisé par la vraisemblance du modèle vide. Le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de variables étudiées. Dans notre exemple, la log vraisemblance du modèle était de moins 60,6.
celle du modèle vide de moins 77,2 et on avait 6 aliments à tester. On trouve donc un Qui2 du rapport de vraisemblance à 33,2. C'est ce qui est affiché dans le tableau de sortie, avec un petit p correspondant à une valeur de Qui2 de 33,2 pour 6 degrés de liberté, valeur inférieure à 1 pour 10 000. La vraisemblance du modèle proposé est donc significativement différente de celle du modèle vide. Ce qui veut dire qu'au moins un des coefficients B est différent de 0, à savoir qu'au moins un des aliments testés est lié à la survenue de gastroentérite, ce qu'on avait déjà vérifié dans le tableau du bas. Alors on peut aussi comparer de la même manière la vraisemblance d'un modèle V1 avec d'autres modèles non nuls dans lesquels on aurait forcé à 0 seulement certains coefficients B. Lorsqu'on pratique une analyse pas à pas ascendante, on ajoute à chaque pas une variable supplémentaire. Donc la question est de savoir si cette nouvelle variable améliore la vraisemblance de façon significative. Alors ici, on a admis un modèle numéro 1 avec deux variables explicatives, x1 et x2, et on y rajoute une variable x3 qui nous conduit à un modèle numéro 2. Alors, tout se passe comme si dans le modèle 1, on avait affecté la valeur 0 au coefficient B3. On a donc comme hypothèse nulle V1 égale V2, c'est-à-dire que le coefficient B3 est nul et il ne joue aucun rôle. Et on a comme hypothèse alternative unilatérale une vraisemblance de V2 supérieure à celle de V1, c'est-à-dire un coefficient B3 significativement différent de 0, que ce soit dans le sens positif ou négatif. La formulation du test du rapport de vraisemblance est toujours le même, en plaçant la vraisemblance la plus élevée au numérateur. Le nombre de degrés de liberté est égal au nombre de variables du modèle le plus complet, moins le nombre de variables de l'autre modèle. Dans notre exemple, nous avions 2 variables pour le modèle numéro 1 et 3 variables pour le suivant. On a donc un nombre de degrés de liberté égal à 3 moins 2, soit 1 degré de liberté. Dans le cas d'une procédure pas à pas descendante, le raisonnement est strictement équivalent. Ici, le modèle 1 comporte 3 variables et on retire la variable x3 pour obtenir le modèle 2. C'est donc comme si dans ce modèle 2, on avait affecté la valeur 0 au coefficient B3. On a la même hypothèse nulle que précédemment, et comme hypothèse alternative, que la vraisemblance de V2 est inférieure à celle du modèle 1 plus complet V1. Le test Qui2 du rapport de vraisemblance est strictement identique à ce qu'on vient de voir. On fait simplement attention de poser la vraisemblance la plus élevée au numérateur. Dans ce cas présent, c'est V1. Alors, une condition pour être autorisé à pratiquer ces tests de comparaison de vraisemblance, il faut que les deux modèles à comparer soient emboîtés, c'est-à-dire que l'un soit un sous-modèle de l'autre, comme on vient de le voir. Dans l'exemple du bas, les deux modèles ne sont pas emboîtés, l'un n'est pas un sous-modèle de l'autre, et on ne peut donc pas comparer les deux vraisemblances par un test de Qui2 de leur rapport. Alors, quelques mots pour finir sur la quantité d'informations apportées par un modèle donné. La vraisemblance est d'autant plus grande que le nombre de variables x augmente puisque leurs coefficients b ne sont plus contraints à la valeur 0. Mais trop de variables incluses dans le modèle aboutit à brouiller l'information intéressante, ce qu'on pourrait appeler un surajustement. En gros, on peut dire que trop d'informations tue l'information. Lorsqu'on modélise, lorsqu'on veut faire de la prédiction, on cherche à limiter ce nombre de variables à celles qui sont signifiantes. C'est ce qu'on appelle le principe de parcimonie. Donc la vraisemblance ne suffit pas à caractériser le modèle le plus prédictif. Il faut tendre vers le modèle à la fois le plus vraisemblable et le plus parcimonieux, ce qui en quelque sorte est contradictoire. Alors il existe deux principaux critères pour satisfaire le principe de la parcimonie en pénalisant un trop grand nombre de variables incluses. Le premier est le critère d'Akaike ou AIC qui compense l'indicateur de vraisemblance par le nombre de variables. Alors, sa formule est simple, moins 2 fois la vraisemblance, plus 2 fois le nombre de variables x du modèle plus 1. Le second critère, ou critère de Schwartz, est communément appelé BIC pour Bayesian Information Criteria. Donc, en outre, il tient compte de l'effectif du nombre total d'observations n. Au lieu d'être multiplié par 2, le facteur k plus 1 est multiplié par le logarithme du nombre d'observations. Alors, comme on le voit, ces deux critères combinent la vraisemblance et le nombre de variables incluses. L'objectif est d'obtenir la valeur de critère la plus basse. Ce qui s'obtient en diminuant le nombre k de variables
mais en prenant garde de ne pas faire baisser en même temps trop la vraisemblance, ce qui réaugmenterait la valeur des critères. Si on regarde bien la formule du BIC, on voit qu'il pénalise plus fortement le nombre de variables que l'AIC. Alors lequel choisir, je ne trancherai pas, car il existe encore de nombreuses discussions théoriques pour décider du meilleur choix entre l'AIC, le BIC ou d'autres critères d'information qui sont à l'étude. Alors, quelques remarques sur ces critères d'information. Alors, tout d'abord, on peut aussi comparer des modèles qui ne sont pas emboîtés. Mais attention, même si les modèles sont emboîtés, les critères d'information ne renseignent pas sur la significativité des tests de vraisemblance. On peut ainsi, à l'extrême, avoir un critère bas, mais dont la vraisemblance ne diffère pas significativement de celle du modèle vide. Moralité donc, gardons toujours un œil sur les tests de vraisemblance. À titre d'exemple de calcul, voici les résultats de l'AIC et du BIC dans notre étude de gastro-entérite examinant 6 facteurs. Alors vous voyez que les calculs ne sont pas très compliqués. Alors ceci dit, lorsqu'on est dans une situation de recherche d'une cause d'un phénomène accompli, comme dans cet exemple, il n'est pas utile de chercher le modèle le plus ajusté. En épidémiologie pratique, appliquée, où on recherche des causes, on se contente d'afficher le modèle qui englobe les variables épidémiologiquement intéressantes. La recherche du modèle le plus parcimonieux n'a d'intérêt que dans les situations où l'on veut produire des indicateurs de prédiction à l'aide de modèles les plus purs en quelque sorte. Dans cet exemple ici, d'enquête cas témoin par régression logistique, on étudie les facteurs de risque de séroconversion toxoplasmique chez les femmes enceintes séronégatives en début de grossesse afin d'identifier des axes de prévention. Donc le modèle initial, comportant 8 variables, donne le résultat suivant. Alors, en supprimant certaines variables, dont le coefficient B est non significatif, on réduit le nombre de variables à 4. On obtient alors un modèle avec une vraisemblance légèrement inférieure, moins 82,5 au lieu de moins 80. Mais les critères d'information, AIC et BIC, sont plus faibles, donc meilleurs. On peut donc avec avantage en conclure que le risque de séroconversion toxoplasmique chez les femmes consommant de la viande mal cuite est multiplié par 3,7 et par 4,5 si elles ne se lavent pas les mains avant chaque repas. Alors cette courte présentation sur la vraisemblance n'avait pas pour but d'exposer une théorie approfondie de la vraisemblance, mais de vous initier à ce concept qu'on utilise souvent sans le comprendre lorsqu'on utilise des modèles de régression. Alors n'oubliez pas cette idée fondamentale qui évitera des erreurs de raisonnement en épidémiologie, mais aussi dans toutes les sciences expérimentales et d'observation. On observe des données qui sont la réalité intangible, si leur recueil a été correct, si elles sont suffisamment nombreuses, si elles ne sont pas biaisées. Lorsqu'on applique un modèle, quel qu'il soit à ces données, on tâtonne en faisant varier des paramètres à la recherche du modèle le mieux adapté. C'est donc bien la vraisemblance du modèle qu'on étudie. Et si un modèle ne colle pas avec les données, c'est d'abord le modèle qu'il faudra réviser et non pas les données qu'il faudra arranger. Et en espérant que le modèle le plus vraisemblable qui vous caractérise en ce moment n'est pas sur la ligne supérieure, je vous dis à bientôt.